Bonjour Guillaume Duval. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du mensuel Alternative économique et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer ce fameux rapport signé par les économistes Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie, et Henrik Enderlein, directeur de l'Institut Jacques Delors, un rapport franco-allemand qui doit être remis fin novembre au ministre de l'économie des deux pays, Emmanuel Macron et Sigmar Gabriel. Alors ce rapport, il fait l'objet de l'édito du mois de décembre d'Alternative économique que vous signez. Alors première question, qu'est-ce qu'il traduit du rapport franco-allemand, des relations franco-allemandes à l'heure actuelle, selon vous? D'abord, c'est une démarche qui, sur le plan politique, est un peu bizarre et un peu risquée. C'est-à-dire faire un rapport par des Allemands, notamment sur les réformes à mener en France. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément très habile pour faire accepter les réformes en question, compte tenu du passé historique, même si ça devient un passé lointain. Donc ça traduit effectivement un rapport qui est désormais déséquilibré entre la France et l'Allemagne. On prend, enfin c'est quand même comme ça, je pense que ce sera interprété, pas forcément à tort. La France prend des leçons auprès du bon élève ou du maître allemand en matière de réforme. Au-delà de cette dimension, je dirais, symbolique, pas forcément très habile à certains aspects, je pense qu'il y a quand même aussi c'est aussi une erreur sur le fond. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est dans une situation très difficile parce que les Allemands, le gouvernement allemand, l'opinion publique allemande s'imaginent, croient que c'est grâce aux réformes menées par Gerhard Schröder au début des années 2000 que l'économie allemande va moins mal que les autres aujourd'hui en Europe. C'est indéniable qu'elle va moins mal que les autres aujourd'hui en Europe, mais je pense que c'est une erreur de penser que c'est grâce aux réformes Schröder. Il y a eu d'autres dynamiques qui ont joué un rôle plus important que cela dans le redressement allemand. On y reviendra peut-être si vous le souhaitez, mais le problème c'est que du coup les Allemands sont persuadés que tous les autres doivent suivre le même chemin pour s'en sortir. Le problème c'est que c'est une voie suicidaire pour l'Europe, en ce sens que les réformes Schröder n'ont pas eu un impact encore plus négatif que celui qu'elles ont eu, à mon sens, en Allemagne et en Europe, uniquement parce que les Allemands étaient les seuls à faire ça au début des années 2000. Si on s'y met tous ensemble, si la France s'y met maintenant, après que déjà les Italiens, les Espagnols, etc., se soient mis à faire ce genre de réformes, on risque de prolonger et d'aggraver la stagnation économique en Europe, parce que ça veut dire que la demande intérieure française va fléchir à son tour. Alors je vais rappeler simplement que nous enregistrons cette vidéo à un moment où on ne connaît pas encore le contenu du rapport. Il y a simplement quelques propositions qui ont fuité, qui ont été révélées par l'hebdomadaire Der Spiegel en Allemagne. Parmi ces propositions choc qui ont créé un vif débat en France, il y a eu le gel des salaires sur 3 ans et la révision des 35 heures. Alors sur ces propositions, bon, même si les auteurs ont démenti qu'elles figuraient bien dans le rapport, est-ce qu'on pourrait imaginer effectivement un assouplissement des 35 heures en France? Quels bénéfices la France pourrait-elle en retirer? Alors sur les 35 heures, donc il y a déjà beaucoup de possibilités d'assouplissement qui ne sont pas très utilisées par les entreprises. Depuis l'année 2013 notamment? Oh oui, mais même avant précédemment, enfin, depuis 2002, on passe son temps à assouplir les 35 heures et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chefs d'entreprise qui aient des difficultés à les contourner s'ils le souhaitent et si leurs salariés en sont d'accord. Donc si vous voulez, sur les 35 heures, je pense qu'il y a beaucoup d'affichage. Plus que de réalité. Les Allemands, puisqu'on parle d'eux dans ce cas précis, travaillent chaque semaine moins longtemps que les Français, une demi-heure de moins. Simplement, ce qu'ils ont fait en Allemagne, la différence principale, c'est que cette réduction du temps de travail, qui est plus importante qu'en France sur les 20 dernières années, s'est faite essentiellement par le développement du temps partiel féminin. Et du temps partiel féminin à des temps très partiels. La France se caractérise à la fois par un taux relativement faible de temps partiel et par une durée du temps partiel qui est plus importante que la moyenne en Europe. Je ne crois pas qu'on ait intérêt à aller dans le sens de l'Allemagne sur ce plan-là. Et les Allemands auraient intérêt à ce que la France assouplisse encore plus les 35 heures? Écoutez, c'est vrai que dans l'industrie, sur les hommes qui travaillent à temps plein, ils travaillent moins longtemps qu'en Allemagne. Parce que les femmes allemandes travaillent beaucoup moins longtemps que les femmes françaises et elles travaillent à temps partiel. Je pense que l'équilibre allemand ne serait pas acceptable pour la société française
et je ne crois pas qu'il soit très très bon pour l'économie française non plus. Les 35 heures ont permis notamment un assouplissement très important de la gestion du temps de travail à la fois sur l'année et aussi a permis l'allongement de la durée d'utilisation des équipements en créant des équipes nouvelles, etc. Donc s'il faut revenir aussi là-dessus, en compensation du fait qu'on prolonge le temps de travail, je ne suis pas sûr que les entreprises soient gagnantes. Par ailleurs, dans un pays où il y a déjà plus de 5 millions de chômeurs, s'imaginer que c'est en allongeant le temps de travail des gens qui ont déjà un emploi qu'on va résoudre nos problèmes, ça paraît un petit peu surréaliste dans l'immédiat. Sur la deuxième proposition qui figurait dans le rapport, la deuxième, c'est la modération salariale avec un gel des salaires sur 3 ans. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on sait faire de la modération salariale en France? Cela fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Alors, ce n'est pas normalement à l'État de faire de la modération salariale, hein. C'est une affaire des entreprises, des branches, mais très peu chez nous, c'est surtout une affaire d'entreprise. L'État peut faire de la modération salariale à travers l'évolution du SMIC, mais c'est déjà ce qu'il fait depuis plusieurs années. Il n'y a pas eu de coup de pouce, comme on dit, au SMIC depuis très longtemps, et il évolue très peu dans le contexte de l'inflation telle qu'elle est aujourd'hui. Pour le reste, si vous voulez, cette affaire de modération salariale, c'est gênant. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qui s'est passé depuis 4 ans, c'est que la demande intérieure française a bien tenu, l'économie française ne s'est pas effondrée, contrairement à l'économie espagnole, grecque, italienne, portugaise, etc., depuis 2008, et c'est grâce à ça que la zone euro a tenu. C'est parce que la demande intérieure française est restée stable. C'est aussi la demande intérieure allemande, bien sûr, mais sans la France, ça ne faisait pas un poids suffisant pour que la zone euro tienne. Est-ce que néanmoins... S'organiser maintenant, alors c'est vrai que comme les autres ont baissé leur coût du travail, comme ils ont arrêté d'acheter les produits français parce qu'ils ne consommaient plus rien, parce qu'ils étaient en récession, ça nous pose plus de problèmes. Mais s'engager maintenant, à notre tour, dans la course au moins-disant social qui a entraîné déjà l'Europe dans tellement de difficultés depuis 4 ans, je suis pas sûr que, enfin, je pense que ça ne peut pas être une solution ni pour la France ni pour l'Europe, parce que ça veut dire que on va prolonger la stagnation de l'économie européenne dans son ensemble. La demande intérieure française, c'est quand même 20% de la demande intérieure de la zone euro. Si nous on se met à jouer le jeu qu'ont joué les Espagnols, les Portugais, même dans des proportions moindres au cours des 4 dernières années, l'économie de la zone euro n'est pas prête de repartir. Est-ce que ce ne serait pas néanmoins une meilleure arme qu'une baisse des charges, puisque une baisse des charges, c'est généralisé, un gel des salaires, permettrait de cibler sur certains secteurs, et puis surtout, une baisse des charges peut être répercutée dans des hausses de salaires, annulant tout effet sur la compétitivité. Oui, enfin, je pense que les baisses des charges présentent, au fond, dans la mesure où on les compense par des baisses de dépenses qui affectent le pouvoir d'achat des ménages, même si c'est indirectement, les baisses des charges présentent le même type d'inconvénient que le gel des salaires. Je ne pense pas que dans le contexte actuel à la fois du chômage et de la conjoncture économique, elle risque de se traduire par des hausses de salaires très importantes. C'est vrai qu'on observe depuis plusieurs années maintenant des hausses de salaires qui sont un peu supérieures au taux de gain de productivité. Et c'est vrai que c'est problématique à terme. Je pense que la question est plutôt de comment relancer la productivité en France, mais relancer la productivité, c'est avant tout relancer l'activité. Hein. Donc relancer l'activité, je ne suis pas sûr que le meilleur moyen, ce soit de freiner les salaires. Alors, toujours sur les propositions qui figureraient dans le rapport, je parle au conditionnel, il y aurait donc la demande pour l'Allemagne de faire un effort sur l'investissement dans ses infrastructures. Est-ce que finalement, le plan d'investissement, ce ne serait pas plutôt à la France de le faire pour résoudre son problème de demande? Alors, l'Allemagne a des besoins d'infrastructures importants. Donc, un des inconvénients majeurs, mais il y en a beaucoup, mais un des inconvénients majeurs des politiques de type Schröder qui ont été menées depuis le début des années 2000 en Allemagne et l'austérité qu'il y a eu sur les finances publiques, ça a été d'entraîner un niveau d'investissement public qui est très faible, qui est 2 fois plus faible qu'en France. On est à une décennie de désinvestissement à peu près en Allemagne. Oui, enfin, l'Allemagne, c'est un pays où le niveau des investissements publics n'assure pas l'entretien des investissements existants. Donc si on tient compte de l'usure des investissements existants, ils sont dans le négatif.
Bon, l'Allemagne, c'est pas un pays qui est en ruine, il y a du stock, etc. Mais au bout de 15 ans, ça commence à se voir et les Allemands commencent eux-mêmes beaucoup à en discuter. Hein. Donc il y a des histoires. À Leverkusen, vous avez une usine Bayer et il y a un entrepôt Bayer de l'autre côté du Rhin. Simplement, le pont qui est entre les deux ne supporte plus les camions. Donc les camions doivent faire 150 km de détour pour aller de l'un à l'autre. Donc ça commence à faire jaser en Allemagne. Donc oui, il y a un besoin d'investissement en Allemagne. C'est vrai que notre besoin d'investissement au sens classique d'infrastructure est beaucoup moindre. On a plus investi. Je crois qu'on peut reconnaître aussi qu'il y a un certain nombre de ronds-points dont on aurait probablement pu se passer en France et que quelques hôtels de région auraient pu être moins luxueux. Mais c'est vrai qu'on aurait besoin d'investissements, surtout dans l'éducation, enfin dans l'immatériel, je dirais, du côté de l'innovation, de l'éducation, etc. Mais ça, c'est à nouveau des dépenses publiques qu'on cherche aujourd'hui, enfin de fonctionnement en théorie, puisque c'est de l'investissement immatériel, donc c'est d'abord des salaires de gens qui cherchent ou qui enseignent. C'est des dépenses publiques qu'on cherche à réduire et ça ne va pas dans ce sens-là. Eh bien, Guillaume Duval, je vous remercie pour cet éclairage à l'occasion de la remise très prochaine de ce rapport franco-allemand signé de Jean Pisani-Ferry et Henrik Enderlin. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci à vous.